Bonjour à toutes et à tous, je suis Célia, bienvenue sur Éclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. Quelques petites choses avant de passer à l'interview du jour. D'abord, je voulais prendre le temps de vous dire un grand merci à vous qui écoutez le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter, le matin en allant au travail, le soir en cuisinant ou en faisant du sport, et ça nous fait très plaisir. Nous vous conseillons d'utiliser les applications dédiées à ce genre de format, comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Podcast Addict. Il y a de plus en plus de monde qui partage le podcast aussi, ça nous touche énormément et ça nous motive à continuer. Merci beaucoup. Aujourd'hui, pour l'épisode 11, je suis avec Nadia Zouaoui, réalisatrice et journaliste de talent. Nadia a grandi à Tazmalt et prend conscience très tôt de la condition des femmes de son entourage. Malheureusement, cela ne l'empêchera pas de subir elle aussi le rouleau compresseur de la société. Le voyage de Nadia commence à ses 18 ans, juste après son bac, quand elle se voit imposer un mariage avec un immigré de 2 fois son âge, installé au Canada. Elle se bat pour continuer ses études et entame une carrière de journaliste qui l'amène à enquêter sur de nombreux sujets sociaux et politiques. Le voyage de Nadia, c'est le titre de son tout premier long métrage, sorti en 2006, et pour lequel elle a reçu de nombreux prix. Ce film m'a bouleversée. À travers son propre récit et de nombreux témoignages, elle montre l'enfermement des femmes dans une rude tradition patriarcale et la souffrance silencieuse qui en découle. Comme vous l'imaginez, il a provoqué de vives réactions à sa sortie. Pour Nadia, le film documentaire permet de partager des histoires humaines, créer de l'empathie. Le spectateur peut s'identifier à l'autre, et c'est justement cette empathie qui, d'après elle, manque au traitement de l'actualité aujourd'hui. Dans cet épisode, Nadia nous parle de son métier de réalisatrice, de la manière dont elle construit ses films, de la place du film documentaire dans le cinéma. Elle nous parle également d'immigration au Canada, des boîtes dans lesquelles on a cherché à l'enfermer, d'abord en tant que femme, puis en tant qu'immigrée algérienne. Mais Nadia ne s'est pas laissée faire et s'est battue pour qu'on lui donne la parole. Elle n'a pas peur d'aborder des sujets sensibles, comme avec Fear, Anger and Politics, réalisé aux États-Unis et qui porte sur l'islamophobie post-attentat du 11 septembre, ou encore avec son dernier film, Islam de mon enfance, tourné dans plusieurs villes et villages d'Algérie, où elle analyse les changements dans la pratique de la religion dans notre pays. J'ai beaucoup aimé ces films et vous invite à les visionner, ils sont disponibles gratuitement et on la remercie pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Je suis très contente de partager cette interview avec vous. Je pense que Nadia est une femme exceptionnelle et une réalisatrice très talentueuse qui a encore beaucoup de choses à partager. Je vous laisse écouter notre conversation. C'est parti. Bonjour Nadia. Bonjour Célia. Je vous ai contacté après avoir découvert votre film, Le voyage de Nadia, qui porte donc sur la condition des femmes de Tazmalt, la petite ville qui vous a vu grandir. Il avait été partagé sur un groupe très sympa qui s'appelle Silima Bladraham, où les membres partagent des films algériens ou en lien avec l'Algérie. Okay. Voilà, pendant cette période de confinement. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert votre film et que je vous ai découverte, même si c'est un film qui date de 2006. Oui. Donc entre-temps, il y en a eu d'autres. Donc voilà, je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui pour parler. Merci pour l'invitation aussi. Oui. Eh ben, je vous en prie, comme ça on pourra parler de votre parcours, de vos films, de cinéma, documentaire. Voilà, donc ça me fait très plaisir. Merci. Ben, c'est ça, le voyage de Nadia, c'était mon premier film, mais au fait, c'est très intéressant comment avec l'évolution des choses, la lecture est complètement différente. Quand le film est sorti en 2006, ça a été une bombe. C'est Parce vrai? que oui. Ah, je ne sais pas si vous pouvez retrouver les commentaires et les critiques quand le film est sorti, mais j'étais devenue un peu la Salman Rushdie de l'Algérie. Je recevais des insultes, des menaces de mort et en même temps des encouragements. C'était vraiment un film, Et alors que pourtant, c'est c'était tout. pas encore les Bon. réseaux sociaux, parce que Ah bon, oui, aujourd'hui, mais je comprends, mais à ce ouais. moment-là, Ah non, il y avait, à l'époque déjà, il y avait ce qu'on appelle MySpace. Avant Facebook, il y avait MySpace. Et c'était terrible, hein. Mais au fait, c'est parce que je me rendais compte que c'était la première fois qu'on racontait un film documentaire au jeu. Parce que déjà, une femme qui se raconte au jeu,
Elle est tout de suite, enfin, à l'époque, c'était vu comme de la prétention, et puis qui se permet de remettre en question les traditions, ce qui est très tabou. Puis après, il y a des gens qui ont voulu politiser le film, J'imagine. Mhm. donc parce que je parle de la condition des femmes en Kabylie, mais c'est un peu la même chose partout en Algérie. Donc c'est incroyable, mais en même temps, c'est un film qui a eu tellement d'impact. Il a été présenté un peu partout. Jusqu'à il y a 4 ans, le gouvernement canadien a choisi ce film quand ils ont voté une motion à l'ONU pour essayer d'interdire d'ici 2030 les mariages forcés, les mariages des jeunes filles. Donc j'étais Mhm. un peu une ambassadrice qui a fait une quinzaine de pays pour sensibiliser sur ces questions dans les pays où il y a la tradition patriarcale, comme en Inde, au Bangladesh, en Turquie et tout ça. Et en même temps, c'est un film qui a beaucoup été présenté dans les écoles pour sensibiliser et tout ça. Donc, les débats étaient super intéressants. Mais en Algérie, je pouvais même pas aller le présenter parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas prêts à voir ce genre de film. Eh ben, alors déjà, on va expliquer justement ce que raconte ce film. Alors, ce film, vous en êtes la narratrice Mhm. et vous racontez à travers l'histoire qui est la vôtre et sur laquelle on va revenir, vous levez le voile en fait dans ce film sur la situation d'enfermement des femmes de votre petite ville, donc de Tazmalt, Mhm. la ville où vous avez grandi, et cet enfermement forcé qui se fait dès la puberté. Oui, c'est ça. Mais au sens figuré aussi, c'est tout l'enfermement dans la tradition, dans les lois algériennes, parce que quand même le code Mhm. de la famille, d'ailleurs qui n'a pas beaucoup évolué depuis, c'est que la femme est mineure à vie, la femme a très peu de droits, surtout quand elle se marie. Donc, Et quand vous dites il a été très mal reçu, c'est par les hommes ou par les femmes? oh, par les hommes, hein, beaucoup par les hommes. Écoutez, il était présenté dans les cinémas, et puis, bon, il y a beaucoup de débats, il y avait beaucoup de débats. Mm. Il y a après, par exemple, s'il y a des gens qui critiquent et puis après, il y a des femmes qui m'écrivent en cachette, qui vont me dire: «Devant mon mari, je ne pouvais rien dire, mais je vous félicite», c'est ça parce que bon, je parle quand même de choses, très, très, tabou chez nous. Je parle de la virginité, je parle de, moi j'ai appelé ça un viol institutionnalisé, quand une femme Mhm. n'a aucune relation et puis du jour au lendemain elle doit prouver sa virginité. Imaginez, il y a 15 ans déjà, c'était très tabou de parler de tout ça. Mais en même temps, c'est pas vrai que le film n'a pas été bien reçu. C'est juste que le film a, comment dire, a fait bouger des choses qui étaient très tabous. Mais les mêmes personnes que, par exemple, m'en voulaient quand le film est sorti, 5, 6, 7 ans après, m'en parlent et me disent: «Moi, avant, je te détestais, mais là, tu m'as fait réfléchir. Je revois le film avec ma femme et on a des conversations que avant on pouvait pas avoir». Donc, il y Oui. a comme, je trouvais que ça, c'est une évolution. Puis, il y a beaucoup Mm. d'hommes aussi qui m'ont dit que ils m'en voulaient un peu parce que je les ai touchés, au fond, parce que en fait, c'est la première fois qu'ils voyaient comment vivait leur mère, tous les silences de la souffrance de leur mère, de leur grande sœur, même de leur Oui, femme. c'est peut-être la première fois qu'ils se posent la question, surtout parce qu'ils Voilà. ne le découvrent pas finalement. On Ouais, ouais. voit ce qui se passe, mais c'est juste qu'on ne se pose pas de Mm. questions. Par exemple, on ne voit pas beaucoup de femmes dans la rue et on ne se pose pas la question de ce qui se passe Voilà, derrière les c'est murs, ça. en fait. C'est Mm. ça. Mais même, j'ai eu des frères qui m'ont dit, mais nous, quand on fermait la porte et qu'on sortait, on s'est jamais mis à votre place. Quand les Mm. 3 mois d'été, vous êtes enfermés dans une petite maison. Et c'est ça. Et puis après, bon, il y a des gens qui sont dans le déni, qui vont dire, mais c'est fini maintenant, les femmes sortent, et puis pourquoi tu en parles? Ben non, c'est pas si fini que ça. Je veux dire, même maintenant, même dans les grandes villes, à Alger, il y a des femmes qui peuvent pas sortir dans leur balcon. Donc, c'est pas vrai que, Ouais. peut-être que les choses ont changé, les femmes travaillent plus, les femmes étudient plus, mais on le voit déjà pendant ce confinement, le nombre de meurtres, la Mm. violence conjugale, le harcèlement sexuel au travail, tout ça, c'est des situations, c'est des questions qui reviennent et qui sont assez graves chez nous. Mm. Et d'ailleurs, votre film, justement, je l'avais envoyé à mon entourage et la réponse qui est beaucoup revenue, c'était oui, on savait que ça existait, mais pas à ce point-là.
pas à ce Mm, degré-là. Est-ce que vous mm. aussi, vous avez eu ce type de retour? Oui, en fait, ça dépend des régions, parce que c'est sûr que, Mm. par exemple, en Grande Kabylie, il y a des régions en Grande Kabylie qui sont beaucoup plus ouvertes envers les femmes. Mais c'est pas parce que la tradition patriarcale est moins stricte, c'est parce que après l'indépendance, la majorité des hommes sont allés travailler en France. Donc les femmes sortaient plus, s'occupaient un peu de tout, de l'agriculture, de tout. Donc il y a eu cette tradition, on a un peu cassé cette tradition patriarcale très stricte. Mm. En petite Kabylie, il y a des villages où c'est très très dur encore maintenant. Donc ça dépend. Mais maintenant quand même, je veux dire en 15 ans, je crois que la majorité des filles vont à l'école et ça change beaucoup de choses. Et Mm. sur Éclosion, on essaye de rembobiner pour comprendre comment se sont construites les femmes qui font la société actuelle. Et du coup, on va parler un petit peu justement de votre enfance, de cette ville, Tazmalt, où vous avez grandi. Mhm. Donc Tazmalt, qui est une petite ville de Kabylie dans la wilaya de Bdjaya. Oui. Et donc vous y avez grandi jusqu'à l'âge de 18 ans. Quels souvenirs vous gardez de cette tranche de votre vie? Ben écoutez, je crois que j'ai été féministe à l'âge de 5 ans. Vraiment. Parce qu'en fait, Tazmalt, par exemple, est connu pour le grand marché du jeudi, Souk el-Khamis, et tous les gens des autres villages venaient faire leurs courses et tout ça, et les femmes étaient enfermées. Il n'y avait aucune femme qui pouvait sortir. Et moi, petite, j'étais un peu chouchoutée par mes voisines, ma mère et mes tantes, parce que elle pouvait m'envoyer et je leur ramenais les bons ingrédients. Parce que les garçons n'écoutaient pas ou bien il fallait les soudoyer pour aller faire les courses. Donc, moi, déjà très très jeune, je trouvais que c'était pas normal que les femmes qui cuisinent ne peuvent pas aller acheter les ingrédients. Moi, dans ma petite tête très logique, je posais plein de questions. Je crois qu'à 7 8 ans, j'ai essayé d'organiser une manifestation. Alors, j'ai écrit sur des bouts de papier, j'ai écrit manifestation jeudi et je l'ai donné à tout le monde, à toutes les femmes qui m'envoyaient au marché. Et Puis c'était quoi là, comme et manifestation? puis, et puis jeudi, j'avais mon balai, je voulais l'utiliser pour ma pancarte et tout, mais personne ne sortait. Et je comprenais pas, mais après tout le monde riait de moi parce que trouvait que j'étais un peu bizarre. Mais c'était quoi l'objectif de la manifestation? L'objectif, c'est C'était... que les femmes sortent et demandent leur droit d'aller faire les courses. Waouh! Et ça, c'est des femmes qui ne sont jamais sorties de la maison. D'accord. Donc, très jeune, je trouvais pas ça logique, au fait. Et plus je grandissais, plus je voyais mes cousines qui étaient données en mariage à des âges assez jeunes, et puis c'était contre leur gré. Euh, j'ai vu des femmes autour de moi, j'ai vu ma voisine, par exemple, comme dans le film Farouja, qui a été, euh, qui s'est divorcée, qui ne pouvait pas voir ses filles. Elle les a Mm. pas vues pendant 7 ans, et je me souviens, il y a une phrase dans le film qui est très dure. Elle disait 7 ans, je n'ai pas vu mes films, sauf dans D- mes rêves. dans ses rêves, oui, c'est Oui, ça. parce Mm. que dans la tradition kabyle, quand tu divorces, tu laisses tes enfants à l'homme parce que les enfants portent le nom de l'homme. Ça, c'est la Mhm. tradition patriarcale. Portent le nom de l'homme, donc ils t'appartiennent pas. Il y a toute cette souffrance autour de moi que moi je sentais. J'étais extrêmement. J'ai pas changé. Je veux dire, les injustices me révoltent. Et cette Mm. injustice des femmes, je la voyais beaucoup et je ne l'acceptais pas. Je voyais beaucoup de violence conjugale. Euh, je voyais le fait qu'on soit enfermé, qu'on puisse pas sortir. Je voyais mes petits frères aller jouer en bicyclette, jouer au foot et non regarder par les trous de la serrure. Et je trouvais que c'était pas normal de pas juste disposer de son corps, aller marcher, courir, ce qui est complètement normal et que dans notre société n'était pas accessible aux femmes. Et vous le ressentiez déjà à cet âge? Est-ce qu'il il y a quelque chose qui vous a fait prendre conscience de ça ou est-ce que vous étiez la seule dans votre coin à vous rendre compte de toutes ces choses? Ma sœur était comme moi, mes cousines étaient comme moi. Je crois que les femmes oui. Je crois que les filles de ma famille étaient comme ça. Moi, j'avais la chance d'être l'aînée de mes frères et sœurs. Donc, on a un peu inculqué ça à mes frères.
Mhm. Par exemple, on leur imposait de faire la vaisselle. Alors, quand les cousins arrivaient, il fallait qu'ils cachent leurs mains pleines de savon. Des, des, des petits trucs comme ça. Mais la révolution, après, bon, moi, j'étais la première fille de la famille qui a eu la chance d'aller dans un lycée parce que mes cousines n'ont pas pu continuer leurs études. Et ma mère n'a jamais été à l'école, ma grand-mère n'a jamais été à l'école. Donc moi, j'ai été au lycée, un internat qui est à Akbou, qui est à 20 kilomètres de Tazmalt. Et dans le lycée, je me rendais compte aussi, par exemple, un exemple, on était dans un lycée de filles, à côté, il y avait un autre lycée de garçons, et j'étais scientifique, et quand en arrivant au lycée, j'étais devenue littéraire, parce qu'au fait, la classe des matélèmes des filles, ils l'ont rajouté aux garçons. Et les filles, ils ont juste agrandi le mur d'une classe. On était 53 filles, on était toutes devenues des littéraires. Il y avait une autre classe de scientifiques, mais et la raison, c'est qu'ils ont dit, ben, l'Algérie a besoin de Matélème et les filles ne continuent pas leurs études, donc du coup, on vous sacrifie, on donne cette classe des Matélème aux garçons. Donc, ou bien des profs qui venaient d'Égypte et tout, puis qui nous appelaient El Jins Daif, le genre faible. Ils nous disaient même pas, ils nous appelaient même pas par non, non, on était le genre faible. Et donc, j'étais extrêmement révoltée. C'est Euh, incroyable. ah oui, oui, non, non, mais c'est très révoltant. Mais ce qui était encore plus révoltant, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui l'acceptaient. Elles ont dit, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Mm. Et je sais pas, en tout cas, moi, je l'ai jamais accepté et Mhm. jusqu'à présent, je continue à faire des films sur des situations comme ça. Et donc, vous obtenez votre bac en 87, donc en Ouais, littérature arabe. Et un an plus tard, votre famille décide de vous marier à un immigré qui vit... 2 mois après, un mois après, au fait. Ah oui, Ah c'était oui, non, juste je suis après partie directement un mois après au Canada. au Canada, donc avec Ouais, un homme qui vous a choisi sur une photo, comme vous le ouais, c'est dites dans ça. Bah, votre c'est quelqu'un qui documentaire. habitait au Canada. C'est un peu, maintenant je le vois beaucoup aussi, beaucoup d'hommes qui vivent en Occident, qui décident de se marier, puis qui vont Ça chercher existe la. encore. Ah Mm. oui, oui, beaucoup, beaucoup, justement. Maintenant que mon film est revenu un peu, il y a énormément de jeunes femmes qui m'écrivent, qui sont arrivées comme ça parce qu'on a été les marier. Et puis, malheureusement, il y a beaucoup de filles qui tombent sur des hommes qui les abusent, qui les frappent, et elles sont toutes seules en immigration. C'est très, très dur. J'en connais autour de moi qui me contactent et que j'essaye d'aider, mais c'est vraiment difficile. Parce qu'on croit que oui, on est en Occident, on est bien et tout, mais quand on tombe sur quelqu'un de pas bien, sur un homme abuseur, ben on subit cet abus tout seul en immigration et il n'y a pas la famille autour, il n'y a personne. Exactement. Mm. Ouais. Et donc cette année-là de votre mariage, vous refusez les bijoux généralement offerts à la mariée Mhm. et vous demandez en échange à ce qu'on vous laisse poursuivre vos études une fois au Canada. C'est un geste fort qui a Oui, certainement été à l'origine de la journaliste et réalisatrice qu'on connaît aujourd'hui. oui. Est-ce qu'à ce moment-là déjà vous aviez des projets, des rêves de métier, Oui. de carrière? Oui, ben moi, très jeune, je voulais être journaliste au fait, parce que justement, parce qu'on m'interdisait de prendre la parole en tant que femme. Et je trouvais que le métier, il y avait une journaliste à l'époque quand j'étais petite qui s'appelle, je crois, Zahia, je crois. Et un jour, c'était une journaliste qui présentait le téléjournal à l'époque. Et un jour, elle avait rasé ses cheveux. Et on m'avait dit que c'est parce que elle se faisait harceler. Enfin, je ne sais pas si c'est une vraie histoire, mais moi, ça m'avait tellement motivée à devenir journaliste, parce que je trouvais que c'était une façon pour moi de parler, de prendre la parole. Mhm. Et puis la force du journalisme aussi, je crois que je lisais Tintin et quand j'ai su ce qui était à l'origine de Tintin, que c'est un grand journaliste aussi, l'histoire de la prison de Cayenne, par exemple, je sais qu'il avait fait un reportage sur la prison de Cayenne et puis que grâce à ce reportage, la prison a été fermée. Moi, j'ai un arrière-grand-père qui est mort dans la prison de Cayenne. Donc à travers toutes ces histoires, et je me dis, on peut changer le monde en dénonçant les injustices. C'était un peu ce qui m'a motivée à devenir journaliste. Et qu'est-ce qui s'est passé alors une fois à Montréal? Comment vous êtes lancée
dans Euh, cette carrière-là? ben, Dans ces études c'est d'abord. extrêmement difficile, hein. En fait, ça c'est beaucoup compliqué parce que, bon, c'est sûr que au début, je me suis battue déjà pour aller à l'université parce que, parce que quelqu'un qui se marie à 40 ans avec une fille de 18 ans, c'est pour faire des enfants et rester à la maison. Je veux dire, c'est pas pour avoir une carrière. Donc, je me suis battue pour pouvoir étudier. Sauf que arriver au Québec, c'est un pays, le Canada c'est un beau pays, mais le Québec c'est un pays qui est assez compliqué pour l'immigration parce que le Québec est un 2% de francophones en Amérique du Nord et qui se bat pour sa survie culturelle et sauvegarder Mhm. sa langue. Et du coup, quand on veut devenir journaliste et avoir un point de vue, c'était extrêmement difficile. C'était difficile à l'époque parce que quand on est un immigrant, on veut tout le temps nous confiner dans les histoires de voile et d'islam et de toujours très... Il y a à peu près 10 ans, 15 ans, il fallait carrément être, j'appelle ça une immigrante de service où il fallait donner un peu, je sais pas, un peu caricaturer l'immigration, caricaturer les Oui, musulmans et tout ça. Et j'ai jamais voulu rentrer là-dedans. Et donc du coup, comme j'ai ma façon de voir les choses et puis je crois que tout ce qui est journalisme d'opinion et documentariste, c'est un peu les derniers tranchants que l'immigration va toucher parce que dans une société qui se cherche, euh, c'est très difficile de se faire sa place en tant qu'immigrant. En tant d'accord. qu'immigrante, je me vois pas comme une immigrante. Ça fait 30 ans que je suis ici. Je me vois comme une citoyenne québécoise, une citoyenne canadienne d'origine algérienne kabyle. Et il y a énormément de gens qui veulent que je reste dans une boîte. Alors là où je vais, on essaie de me préparer une boîte. Et moi, c'est drôle parce que ça me rappelle la boîte que j'ai vécue à Tazmalt. Je la refuse. Et du coup, quand j'ai fait le voyage de Nadia, tout de suite après, je voulais faire un documentaire sur les diplômes non reconnus de l'immigration parce que Mhm. malheureusement, il y a beaucoup de gens, en fait, par exemple, les immigrations choisies, par exemple, le Québec choisit son immigration, ils prennent des gens en santé, jeunes, très diplômés, en fait, vraiment, ils prennent la crème de nos pays. Et arrivé ici, il y a une discrimination, les métiers très payés, très payants, c'est très difficile d'accéder, il y a des gens qui doivent refaire leurs études complètement dès le début et tout ça. Et donc, j'ai voulu raconter cette histoire et puis ça a dérangé. D'accord. Et on m'a fermé des portes. Et là, j'avais vu une pub qui disait qu'Al Jazeera Documentary Channel cherchait des journalistes de pays, disons, arabophones. Mhm. Et j'ai commencé à faire des documentaires pour Al Jazeera. J'en ai fait 4. Et puis après, en faisant ces films, j'ai commencé à avoir des prix et tout. Et donc là, je suis revenue un peu. Je suis restée au Québec physiquement, mais je veux dire, je commençais à avoir beaucoup plus de contrats avec la télé nationale canadienne, Radio-Canada et tout. Et j'ai commencé ma propre maison de production où je produis des films que je fais en 3 langues. Mhm. Donc en anglais, en français, en arabe, éventuellement en kabyle, parce qu'au fait, c'est des cultures et des langues qui sont miennes aussi. Donc c'est ça, mais ça n'a pas été facile. Il faut, et jusqu'à maintenant, il faut tout le temps se battre parce que je suis dans un domaine, le domaine des idées, c'est un domaine qui est très difficile de nos jours, hein, avec les divisions, les idéologies, la droite, la gauche, les musulmans, l'islamophobie, toutes ces questions qui sont très, très Sensible. susceptibles. Mhm. C'est des questions qui m'intéressent. Et en même temps, quand on fait ce genre de film, ça prend beaucoup de recul, beaucoup de remise en question. Au fait, moi, le but de mes films, c'est vraiment de me pencher sur des questions très sensibles, mais en même temps pas de faire un film pour les gens qui pensent comme moi, mais c'est d'aller au-delà de ça pour initier un vrai débat entre Et les gens qui justement, ne veulent pas se c'est la parler. question que Oui, j'allais vous poser oui. pour le voyage de Nadia, qui était Mhm. du coup votre premier film. Comment est venue cette idée et quel était votre objectif à travers ce film-là? Ok.
Ben, ça, c'est une bonne question en fait, parce qu'au début, je travaillais pour la radio et j'avais commencé à faire des documentaires radio. J'avais gagné un prix pour faire mon premier documentaire radio, c'était sur la nouvelle Moudawana, donc le nouveau code de la famille au Maroc, Mhm. qui avait donné presque tous leurs droits aux femmes tout en respectant la charia musulmane, ce qui était vraiment nouveau à l'époque. Et j'ai été au Maroc faire un documentaire radio et ça m'a donné envie de faire du documentaire avec des images. Et mon but, c'était de raconter le combat des femmes comme moi, des femmes féministes dans les pays musulmans. Et à l'époque, j'avais pris quatre pays, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Maroc, l'Algérie. Bon, c'était pas possible, il fallait cibler un seul pays et il fallait avoir un contenu canadien. Alors, c'est là où l'idée du film, du documentaire d'auteur m'est venue. Je me dis, Comment ça, un contenu canadien? un contenu canadien, il faut qu'il y ait un personnage canadien. Et donc, D'accord. je suis Mm. le contenu canadien. Ok. Et je me dis, du village d'où est-ce que je viens, il y a tous les ingrédients pour raconter une histoire. Et donc, c'est devenu un peu un film d'auteur, un film personnel. Un très beau film, un film Merci. bouleversant. Mais C'est c'était très dur, extrêmement c'était, ouais, bien non, écrit. mais, D'ailleurs, je mais crois que vous avez obtenu des prix pour ça, oui, pour oui, l'écriture du film. c'est un film qui a gagné énormément de prix, vraiment. Mais en même temps, c'est au début, j'avais commencé un livre hein, qui s'appelle Le voyage de Nadia. C'est un livre sur moi et donc Et justement, pourquoi avoir décidé de faire un film documentaire plutôt qu'un livre? je crois que c'est parce que j'aime beaucoup raconter les histoires des gens. Au fait, le film Le voyage de Nadia, si vous analysez bien le film, c'est pas un film sur moi. Quand vous finissez de voir le film, vous pensez à tous les personnages du film. Mhm. Donc moi, je suis le prétexte pour raconter les histoires des autres femmes. Et d'ailleurs, elles sont nombreuses, leurs récits Mhm. se ressemblent. Elles ont finalement toutes eu un mariage qu'elles n'ont pas choisi, des maris violents qu'elles craignaient, et elles se disaient chanceuses s'ils ne l'étaient pas trop. Ouais, On découvre aussi l'histoire bouleversante de Tunsia, cette femme ouais. qui, après 25 ans de mariage, est répudiée par son mari. Donc on la voit sur la terrasse de ses parents où elle s'enferme loin de tout. Toutes ces femmes, elles se confient à vous, on sent qu'elles sont très proches de vous, euh, à travers vous qui êtes la narratrice et qui recueillez ces témoignages, vous les filmez. Est-ce qu'elles ont tout de suite accepté d'être filmées, de raconter leurs sentiments Mhm. Oui, ça c'est une bonne question. En fait, au début, quand j'avais fait la recherche, j'avais rencontré des femmes qui avaient des histoires beaucoup plus bouleversantes que ça. Vraiment. Je vous donne quelques anecdotes. Il y avait une femme qui m'avait bouleversée. C'est une enseignante dans le village de Takarbous. C'était en tout cas, je peux pas dire qui, mais son mari était un alcoolique. Et quand elle lui donnait pas son chèque, il la tabassait devant ses étudiants. C'est des étudiants du bac, donc 18 ans. Il la tabassait, il la mettait à terre avec des coups de pied, devant ses élèves pour qu'ils lui donnent son chèque. J'avais parlé à des femmes dans des dispensaires de santé qui m'ont dit ferme ta caméra, on va te raconter comment on vit. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui me parlaient de la violence conjugale qu'elles subissaient, mais devant la caméra, elles ne pouvaient pas parler. Et donc D'accord. c'était extrêmement difficile. Finalement, les femmes qui ont parlé dans le voyage de Nadia, c'est des femmes qui sont soit mariées des hommes âgés comme Farouja et puis le mari était complètement sourd. Il était tout le temps là à surveiller, mais il n'entendait pas, heureusement. Euh, des femmes comme Tunsia parce qu'elle est divorcée. Donc Kouka et Malik qui étaient très courageux, Malik était très courageux d'être Oui, là et de raconter, mais c'était vraiment difficile. Et même à cela, parce que des fois il y a des femmes qui acceptaient de parler, mais après il y a un cousin, un oncle qui entend parler de ce projet d'entrevue, qui vont appeler à la dernière minute et qui vont interdire à la femme de parler. Parce qu'un homme peut décider pour lui-même. Il va dire oui, je vais parler dans ce film, il va parler. Une femme qui va parler, elle doit demander à tout le monde, à son père, à ses frères, à ses oncles,
à ses Mm. beaux-pères, à ses beaux-parents. C'est incroyable. Juste ça vous donne une idée comment les femmes ne sont pas libres chez nous. Qu'est-ce que vous avez ressenti en le faisant, ce film-là, pendant ce tournage où vous voyez cette oppression finalement à laquelle vous avez pu Mhm. échapper en quelque sorte malgré des étapes difficiles? Mhm. Écoutez, j'étais complètement bouleversée. Je crois que en faisant ce film, en écrivant la narration et en étant devant ces femmes, au début, quand j'ai fait la recherche des femmes comme Farouja et tout, je voulais qu'elles me fassent des pré-entrevues. Elle m'a dit, mais non, non, ramène ta caméra, on va te parler. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elles parlent comme ça de leur vie. Mhm. Quand j'étais derrière la caméra, que je les entendais parler, c'est des femmes que j'ai toujours vues, crues, soumises chez elles, qui sont jamais sorties de chez elles. Je les mets devant une caméra et j'entends, et en fait, je me rends compte qu'elles ne sont pas soumises, qu'elles sont consciencieuses de leur situation, qu'elles souffrent comme n'importe quelle autre femme libre qu'on a enfermée. Et ça a été extrêmement dur pour moi. Je dirais, il n'y a aucune femme qui est née soumise. Mhm. Ça a été très très bouleversant pour moi de faire ce film. J'ai même de la difficulté à le revoir, même 15 ans après. Est-ce qu'elle comprenait l'objectif de ce documentaire? Ça dépend. Des femmes comme la vétérinaire, comme Linda, je crois qu'elle comprenait parce que elle travaillait à l'extérieur. Donc, elle mesurait ce qu'elle disait parce qu'elle savait que le film allait sortir et qu'elle allait avoir des commentaires des hommes. Mais plusieurs femmes qui sont enfermées, elles se rendaient pas compte de la portée du film. Parce qu'en fait, elles se rendaient pas compte que ce qu'elles disaient allait être public. Mm. Il y avait comme une certaine naïveté un peu. Quelqu'un comme Farouja, elle m'a dit, écoute, quand le film est sorti, maintenant je suis obligée de porter le haïk quand je sors, parce qu'il y a des gens qui la reconnaissent. Et au début, parce que comme je vous ai dit, au début c'était un peu virulent, mais Mhm. avec les années, non, je crois que les gens ont compris. Ouais, et puis ce film, c'est une sorte de petite graine qui Et oui, germe et qui finit par pousser et les gens... j'ai l'impression qu'il faut toujours ce choc, en fait, et pour oui, réveiller, et pour que les oui, gens prennent conscience. Et finalement, c'est ce que vous dites, c'est l'objectif que vous avez avec vos films documentaires, c'est d'initier le débat, c'est de, c'est la de pousser les gens réflexion, oui, c'est ça. voilà, à la réflexion, Oui. à se poser des questions. Est-ce que 14 ans après ce documentaire, la situation des femmes de Tazmalt a changé? La situation des femmes de Tazmalt, oui, dans la mesure où elles étudient et elles travaillent, ce qui est bien. Est-ce qu'elle a changé autrement? Je crois pas. Parce que malheureusement, après cela, il y avait, je crois qu'il y a une montée d'un certain islam conservateur, un peu salafiste, qui fait que beaucoup de pas que les féministes ont fait en Algérie, il y a un retour en arrière quand on voit des islamistes qui bloquent un projet de loi contre par exemple, la violence faite aux femmes. Oui. Mm. Il y a plein de choses qui font que, mais c'est aussi beaucoup dans les cerveaux, ce que les enfants apprennent à l'école, qu'on halalise un peu de frapper les femmes un peu, de les corriger. Tout ça est très insidieux et c'est un Mm. retour en arrière, qu'on veuille ou pas. Tout le harcèlement sexuel dans le domaine du travail, énormément de femmes m'en parlent. Là, j'ai été, mon dernier film, je l'ai présenté à Tazmalt au mois de février. Mhm. Et bon, c'est la première fois et j'étais honorée aussi qu'on présente un film dans une salle des délibérations de la mairie de Tazmalt. C'est très bien qu'il y ait une femme pour la première fois, une femme mairesse à Tazmalt, c'est très bien. Mais dans la salle qui était presque pleine, à part deux cousines, il y avait une seule femme. Mm. C'est que des hommes.
Par contre, à Béjaïa, quand je l'ai présenté, il y avait beaucoup plus de femmes. Donc, il y a un Puis il y a travail à beaucoup faire qui est très d'associations important. féministes à Béjaïa aussi. Oui, 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 oui. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes réalisatrice et vous disiez donc que vous aviez une maison de production, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Et alors, à quoi ressemble votre métier aujourd'hui au quotidien? Ben, je crois que les gens, ils me voient sur Facebook, ils voient que je gagne des prix, ils croient que j'ai une belle vie. J'ai une vie, j'ai une vie plate, comme ils disent au Québec. Je suis tout le temps devant mon ordi. Mon ordinateur, mon bureau est à côté d'une cuisine et je fais à manger à mes enfants et je travaille et c'est tout. Et qu'est-ce que vous aimez alors dans le métier de réalisatrice? Euh, J'aime, en fait, finalement, j'ai appris à faire des documentaires de A à Z. Donc, j'aime bien, en fait, c'est comme faire un bébé, en fait. Parce qu'au début, je dis à mes amis, en fait, mon métier n'existe pas. Une fois qu'un film est terminé, ça y est, j'ai plus de travail. Donc, je le conçois à partir d'une idée. J'ai une idée, j'écris l'idée, j'essaie de trouver des télévisions qui s'intéressent à cette idée. Je, J'essaie de trouver l'argent pour lui Mhm. donner vie et ça devient un film. Ce qui est vraiment, ça prend énormément d'énergie et il faut vraiment croire à ce qu'on fait parce que sinon c'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de jeunes autour de moi qui veulent faire du documentaire, que j'essaie d'aider et tout, mais ça prend une énergie incroyable parce que d'abord, le documentaire, c'est un peu l'enfant pauvre du cinéma, donc les financements sont très peu. Et en même temps, pour moi, le documentaire, c'est quelque chose de tellement important euh, parce que parce qu'en fait, c'est un peu comme du journalisme, mais en profondeur. C'est du reportage en profondeur. Mhm. Est-ce qu'on peut dire que le reportage, c'est un travail de journaliste, Oui. tandis que le film documentaire, c'est un travail de cinéaste finalement? Oui, au fait, de réalisateur, oui. Ben, je sais pas, moi, je me permets pas de dire que je suis cinéaste parce que j'ai pas fait d'études de cinéma. Mhm. Euh, mais, euh, mais éventuellement, là, mon prochain projet, euh, je vais le faire d'une façon différente, qui est un peu plus un film de création. Euh, mais bon, j'essaie de m'entourer de gens qui pourraient m'aider avec ça. Ouais. C'est une fiction ou ça reste toujours dans le film Euh, documentaire? En fait, c'est un documentaire. C'est un D'accord. documentaire qui m'a été imposé, qui me colle à la peau parce que c'est sur une jeune fille qui me suivait, puis qui a été retrouvée morte. Et puis je raconte son histoire. Et c'est un film aussi sur la violence faite aux femmes chez nous. Mhm. Donc c'est un film extrêmement difficile, mais c'est une promesse que j'essaie de tenir. Parce que j'avais promis à cette fille de raconter son histoire de son vivant. D'accord. Et bon, je peux pas vous poser plus de questions sur le sujet. J'imagine que c'est en cours, donc Ouais, ouais. d'accord, très bien. Et alors, quelle est l'étape la plus difficile, la plus complexe dans la réalisation d'un film documentaire? Ben, chaque partie du film a ses difficultés. Les films sont différents les uns des autres. Euh, Il y a des films qui se font facilement. Je crois que le film Islam de mon enfance, il y avait, comme je dis, une baraka. Une Ça, baraka c'était dans ce votre film. dernier film. Mm. Oui, il y a une baraka parce qu'au fait, j'ai écrit, mon fils avait une opération, j'étais à l'hôpital avec lui, puis j'avais écrit un projet de film et je crois que je l'ai enlevé, j'ai envoyé le courriel à la télé de Radio-Canada à 3 heures du matin. Et puis le matin à 9 heures, en ouvrant mon ordinateur, j'avais des réponses de tout le monde qui ont adoré le projet. C'était juste une page. Et après ça, ça s'est fait d'une façon très magique. J'ai eu les financements facilement, j'ai tourné. Bon, c'est sûr que ça a été très difficile d'avoir les autorisations,
Ah bah Euh, justement, oui. Ouais, en ouais, Algérie, tourner sur ce sujet-là de la décennie noire, parce que dans l'islam de mon enfance, en fait, ce que vous faites, c'est que vous analysez les changements dans la pratique de la religion, de sa perception, ouais. après la décennie noire, donc vous parlez d'islam politique, etc. Donc oui, effectivement, c'est un sujet où j'imagine que ça n'a pas dû être simple d'avoir des autorisations. Ouais, non, mais c'est sûr que quand je fais, quand je demande les autorisations, j'embellis tellement le projet. Ah, d'accord. Et je l'ai pas appelé Islam de mon enfant, je l'ai appelé le Grand Voyage. Et c'était une incursion dans le bel islam algérien. Il y avait rien de politique. D'accord. Et Oui, du coup, oui. après, vous n'êtes pas surveillé finalement pour savoir ce qui se passe Ben, durant ces tournages, ben les gens c'est, que vous rencontrez. ben c'est ce qui est difficile en Algérie, c'est que dès qu'on sort une caméra, il y a plein de policiers et tout ça qui vous demandent des autorisations. Je crois qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des tournages à l'extérieur. Ça, je Mm. trouvais ça difficile. Avoir des visas pour mon équipe, ça a été très lent. Avoir les autorisations, ça a pris plus que 6 mois. Et puis le pire aussi, c'est quand j'ai essayé de faire juste de filmer Kamel Daoud devant le palais de justice à Alger. Puis après, j'avais des gens comme ça, de la sécurité militaire, qui me suivaient, qui voulaient savoir les questions que j'allais poser, pourquoi tel titre, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, sinon, après ça, ça a été, les gens ont vraiment très facilement accepté de participer au film. Tout le monde trouvait que le sujet était intéressant. Je crois que au début, j'ai filmé au Québec, j'ai filmé en France, j'ai filmé en Algérie. Euh, Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que quand j'ai filmé en France, d'ailleurs la partie française, je l'ai Elle complètement figure pas dans enlevée. votre film. Je l'ai Mhm. enlevée parce que ce qui se passe en France est un autre sujet. Il est extrêmement difficile de critiquer l'islam en France parce que tout de suite on dit que c'est de l'islamophobie, alors que moi je fais complètement la différence Alors, entre vous les trouvez deux. que c'est plus simple de critiquer l'islam en Algérie qu'en France? Tout à fait, tout à fait. Waouh. Vraiment. Et ça, c'est la chose nouvelle. Et c'est drôle parce que dès que j'ai fini de faire le film, quand j'étais en montage, je disais à tout le monde autour de moi, il va y avoir une grande révolution en Algérie. Et les gens me regardaient, croyaient que j'étais une folle. Et mon film est sorti. Je devais faire la première en Algérie. Mhm. Et c'était, je crois, le 1er mars. En fait, c'était le jour de la grande marche, pas celle du 22, mais je crois que la Mhm. prochaine. Donc, je crois que même c'était le 22. En tout cas, il y avait un cinéma à Tizi, un festival qui devait présenter mon film, et c'était le premier jour de la Révolution. D'accord. Donc, c'était vraiment prémonitoire. Non, mais c'est vrai qu'on D'ailleurs, le sent un peu dans les personnages qu'on voit, certains en tout cas qu'on voit dans votre film. On sentait déjà un peu la revendication, les gens qui se posaient des questions, pas tous, oui, mais c'est vrai qu'il y en avait. Et d'ailleurs, oui, c'est pas un film, là, parce qu'on parle de critique de l'islam, c'est pas du tout ça finalement votre non, film, c'est non. surtout questionner la transformation de la manière dont les gens pratiquent l'islam, Mhm. notamment après la décennie noire. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et bon, Rachid El qui est quelqu'un de très intéressant, qui a participé dans le film, à la fin du film, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est là où il parlait de la révolution. Il disait que ça prenait quelques ingrédients Exactement, ouais, et que ouais, l'Algérie était proche de ces ingrédients, et c'est ça. Donc, il y a eu cette ouais. révolution. Mm. Et comment il a été reçu alors ce film vous parliez tout à l'heure d'une première à Béjaïa, Et oui. dont vous étiez assez contente. Comment il a été reçu? Ben, vraiment, franchement, là où je présente le film, il est très bien reçu. Que ça soit au Québec, en France, en Suisse, en Maroc, il a gagné 2 prix, Mhm, en Algérie, à Béjaïa, partout. C'est un film qui plaît beaucoup. Euh, Vraiment, j'ai pas. Les quelques critiques que j'ai eues, c'était par exemple, au nord du Maroc, qui est un peu plus conservateur. Il y avait mhm. des gens, des frères musulmans qui n'ont pas aimé parce que bon, je suis une femme kabyle qui fait un film, et puis que bon, tout ça là. Mais sinon, en général, les gens aiment beaucoup le film parce qu'au fait, ce qu'ils retiennent beaucoup, c'est les histoires humaines.
Et Exactement, tout le monde ouais. est d'accord qu'on doit se battre contre l'intégrisme. C'est un film contre l'intégrisme. Et ce qui est intéressant, c'est que vous donnez la parole du coup à des citoyens en fait qui Mhm, vivent leur religion au quotidien, plutôt qu'à mhm. des experts, islamologues, sociologues qu'on voit partout finalement, surtout dans l'Occident Oui. où c'est toujours les mêmes personnes en plus qu'on invite à parler de ces sujets-là. Vous, non, dans ce film, vous posez des questions à des gens qui vivent leur foi au quotidien. Mhm. Et pourquoi ce choix Ben justement, parce que pour revenir à ce que je disais dans le voyage de Nadia, moi j'adore les histoires humaines, moi j'adore raconter les histoires des gens. Et je crois que s'il y a une chose qui peut nous unir et qui peut rendre nos problèmes et nos solutions universelles, c'est les histoires humaines. Mhm. Le film était présenté au Québec dans un cinéma et en plus ça tombait en même temps qu'un projet de loi et qui voulait interdire les signes religieux ostentatoires dans la fonction publique et surtout le voile. Bien sûr, il y avait beaucoup de polémiques sur le voile. Et les Québécois ayant vécu une histoire euh, horrible, très négative avec le clergé dans les années 60, ont fait leur révolution pour aller vers la laïcité, puis ils rejettent tout ce qui est religieux. Et Mhm. donc, les gens qui venaient voir le film, c'était surtout à 80% des Québécois d'un certain âge qui ont peur de l'islam à cause de tout ce qu'ils voient dans les médias. Mhm. Et il y avait des débats magnifiques où les gens me disent, mais finalement, ces gens sont comme nous. Et je crois que ça, nous, on le prend pour acquis. On le sait que dans nos pays, il y a des gens qui se battent contre l'intégrisme et tout ça. Mais beaucoup de gens en Occident ne le savent pas. Parce que malheureusement, leur imaginaire est un peu façonné par une certaine actualité, par quelques images, les images qu'ils voient et tout ça. Et quand on voit des gens, des papas qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants parce que ce qu'ils apprennent à l'école n'est pas toujours, ne va pas toujours leur servir, je sais pas, je crois que les personnages du film sont universels Mhm. et du coup les gens s'identifient à ces gens-là et ça crée des liens. Et je crois que c'est ça qui nous manque dans, dans notre actualité aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le sujet de vos trois derniers films, finalement. Mhm. Leur dénominateur commun, c'est l'islam. D'abord, donc en 2011, avec Peur, colère et politique, qui porte Oui. sur l'islamophobie post-attentat du 11 septembre, le procès 2.0 au Canada, et puis finalement l'islam de mon enfance. Pourquoi finalement vous êtes tourné vers ce sujet-là? Écoutez, je vais vous dire, en fait, c'est parce qu'on a voulu me mettre dans la boîte de l'islam en tant que journaliste et ça m'énervait un peu, mais en même temps, je me dis, mais ok, je vais vous parler d'islam, mais je vais vous raconter des histoires d'une façon complètement différente et vous allez rien comprendre. J'ai fait après Peur, colère et politique, j'ai fait aussi une série sur l'immigration qui s'appelle Histoire d'immigrants que j'avais fait pour Al Jazeera. C'est Mhm. sur 15 histoires courts-métrages de l'immigration au Québec, dont une seule histoire se passait à New York et c'est raconter l'immigration autrement, où je l'ai raconté comme des citoyens qui vivent des situations et tout ça, et des sujets complètement différents les uns des autres. Et, euh, et je ne dis jamais que c'est l'immigration musulmane parce que je ne parlais ni de hijab, je parlais D'accord. d'autre chose. Et quand je présentais la série, les gens adoraient cette série. Mais à la fin, je leur dis, mais vous savez que c'est une série sur l'immigration musulmane. Ah, il dit, ah, on sent pas, on sent que c'est des citoyens. Et c'est juste ça. J'essaie de Et quel sortir. message alors vous souhaitez faire passer à travers tous ces reportages? Mais en fait, j'essaie tout le temps de casser les préjugés des boîtes. Mm. Euh, je crois que on peut regarder un film américain, un film iranien, je veux dire, où on peut s'identifier à ce film et on oublie qu'il est de telle ou telle culture ou de telle religion. Mhm. Je crois que nous, en tant que gens du Sud, on pourrait aussi aller vers cet universalisme. Et pour moi, c'est très important qu'on arrête de dire lui, il est musulman,
francophone, kabyle, même si c'est très important pour moi, ma kabylie et la langue et la culture. Mais je crois qu'on pourrait aller vers un certain universalisme parce que ça crée plus de liens entre les gens. Et ça brise des préjugés, ça c'est très important. D'accord. Euh, Et finalement, pour vous, le film documentaire a un rôle dans ce processus d'éveil des consciences et d'initier des débats. Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, je regarde par exemple le travail de Michael Moore quand il fait un film sur les armes à feu aux États-Unis ou qu'il dénonce les grosses organisations pharmaceutiques. Ça a un impact, ça fait débattre, les gens se réfléchissent. Et c'est ça le rôle du documentaire. On n'est plus dans... Moi, quand j'ai grandi avec les documentaires sur les ours polaires, c'était Mhm. beau, mais maintenant, je crois on est en train de construire nos démocraties dans nos pays et on a besoin du documentaire pour réfléchir. Malheureusement, les médias en place dans des pays comme l'Algérie, quand on voit la couverture, par exemple, qu'ils ont fait du Hirak, qui est négative, Mhm. je me dis, il faut créer nos médias, il faut créer euh, comment dire, nos réseaux Mhm. d'information et peut-être que le documentaire peut être un de ces Mais outils de c'est ce qui se passe réflexion. finalement un petit peu aujourd'hui avec les outils de création sont plus accessibles, que ce soit pour Mhm, filmer ou pour monter, pour diffuser aussi. mhm. Bon, ça reste quand même des petits moyens. On n'est pas sur des grosses productions, mais effectivement, que ce soit de l'audio ou de la vidéo, il y a quand même des médias qui naissent et qui ont une parole plus libre. Oui, plus libre, mais en même temps, on leur fait plein de problèmes quand on voit le nombre de journalistes qui sont arrêtés en Algérie. Oui, Radio M, que ouais. là j'ai appris qu'ils ont fermé Radio M. Censuré plutôt, oui. Quand on voit la couverture de Choroq, Nahar et tout ça, Mhm. c'est quand même très grave. Je sais pas, je crois qu'il faut vraiment, je veux dire, la démocratie. C'est un bon système de médias, un bon système de justice. Et vous disiez aussi le cinéma documentaire, finalement, c'est le parent pauvre du cinéma. Comment Oui. on fait vivre aujourd'hui un film documentaire? Comment on arrive à en vivre? Mais écoutez, une fois qu'on a fait le film, c'est très difficile. Si on arrive à le vendre à une ou deux télés, on est content. Mais sinon, je suis payée pour le faire parce que je le fais souvent pour des télés. Mais sinon, après ça, bon, là, mon film, je l'ai mis sur YouTube. Je ne fais pas d'argent. Oui, ouais. Je l'offre aux Algériens, je l'offre à tout le monde, je l'offre au Hirak aussi. Mais sinon, je ne fais pas d'argent, je suis obligée. C'est pas comme quand on écrit un livre. À chaque achat du livre, on fait de l'argent. Là, on fait pas d'argent. Donc, il faut tout recommencer, commencer un autre Ouais. film. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a des moments de découragement. Je me dis, bon, ça y est, je vais faire autre chose. Je vais travailler ailleurs, faire un travail de 9 à 5. Mais après, il y a Vous êtes rattrapé, toute la bah oui, fibre par la créatrice. création. Ouais. Et qu'est-ce qui peut changer ça alors? Comment on peut aider les réalisateurs de films documentaires parce qu'ils réalisent un travail très important? Mhm. Comment on fait pour les aider alors, déjà, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que réalisatrice? Et puis nous, en tant que spectateurs aussi, comment on peut vous aider? Ah, merci. Ben, au début, j'ai mis mon film à vendre sur Vimeo où les gens pouvaient payer et regarder. Alors, Vimeo Euh, est pas facilement accessible il n'est pas chez nous. facilement accessible et Mm, j'avais choisi Vimeo au lieu de Amazon parce que Amazon prend plus que 50%, je crois 70% de d'accord. l'argent. C'est la même chose finalement, c'est la même chose pour Vimeo aussi. Alors, je me dis, il faut carrément qu'on crée nos plateformes de vente. Mais en même temps, je sais que le système bancaire en Algérie, les gens n'ont même pas de carte de crédit. Mm. Donc, je peux pas vraiment demander. Oui, c'est la base, effectivement. Oui, c'est ça. Je me Mm. dis, je peux pas demander à des Algériens de payer, ceux qui ont les moyens de payer même 2 dollars pour voir mon film parce que ils peuvent même pas faire ce paiement.
Donc, j'ai décidé de le mettre comme ça sur YouTube, mais éventuellement, les prochains films, peut-être commencer une plateforme où les gens peuvent payer très peu, même si c'est 1 ou 2 dollars. Mais si on a, je sais pas moi, 100 000 personnes qui veulent payer ce 2 dollars, ça change quand même une vie. C'est C'est ça, ouais, c'est clair. ouais. Et vous disiez, du coup, vos films sont parfois financés par les diffuseurs, donc les chaînes de télé ou de radio qui les diffusent. Est-ce que c'est compliqué d'avoir ces financements? Est-ce que vous avez déjà eu besoin de vous auto-censurer pour, euh, pour pouvoir faire accepter un projet de film? Non, 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 ça, je suis tellement une tête dure là et tout le monde le sait. Même Al Jazeera, même Al Jazeera, jamais je n'ai accepté qu'on me dise de changer quelque chose. Je crois qu'une seule fois, quand j'ai fait mon premier film, c'était un film sur la première radio arabophone privée au Québec, qui avait la mission d'aider les communautés arabophones à s'intégrer au Québec. C'était très intéressant parce que, vous savez, les pays arabophones, ils sont 22. Alors imaginez tout ce monde qui se retrouve dans une radio en Hmm. Amérique du Nord et qui essaie de faire de la radio ensemble. C'était super intéressant. Et puis ça a été mon premier film. Et puis il y avait une émission qui était animée par un jeune qui était homosexuel et puis qui allait devenir une femme, qui allait changer de sexe. Donc, donc, à un certain moment, il parlait un peu comme une femme égyptienne et tout ça. Et à un moment, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, écoutez, c'est pour un public très conservateur, est-ce que c'est possible de changer un peu ou de... Bon, là, j'avais D'accord. accepté Mhm. un peu, mais sinon, non. Non, par exemple, j'avais dans ma série sur l'immigration, j'avais une jeune femme kurde qui fait de l'art et qui est incroyable et on me dit attention les Kurdes, j'ai dit non, il n'y a pas question, vous allez accepter, c'est une des histoires et vous allez l'accepter. Et puis ils l'ont accepté. Donc non, je fais un peu ce que je veux faire, mais en même temps, je crois que les télés jusqu'à présent, les télés avec qui j'ai travaillé, ils savent que je suis très responsable. Très souvent, le projet que je leur propose, d'ailleurs c'est ce qui revient beaucoup, le Mhm. film ressemble vraiment au projet que j'ai fait. Donc Et justement, est-ce que vous savez en avance ce que vous allez filmer? Par exemple, dans l'islam de mon enfance, est-ce que vous saviez en avance qu'il allait ressortir de ce film documentaire? Ou est-ce que c'est au euh, fur et à mesure qu'il s'est construit? Ben, dans l'islam de mon enfance, je voyais, je lisais beaucoup Kamel Daoud et puis je voulais faire un peu une analyse, c'est comme un article de fond que je voulais faire en images. Mais je ne pouvais pas vraiment le faire comme au niveau cinématographique comme je voulais parce qu'il fallait filmer longtemps. Mais je savais exactement que le film allait ressembler à ce que j'ai fait. Parce que les Mhm. personnages, je les connaissais, je les suivais sur Facebook et tout ça. Ah d'accord, vous les Ouais, connaissiez, c'est donc vous ça. aviez fait des recherches en amont. Oui, j'ai été faire de la recherche et je lisais sur Facebook, donc je savais à peu près ce que je voulais filmer. Par contre, il y a des sujets comme celui, par exemple, que je suis en train de faire. Ça, j'ai aucune idée parce que c'est un film de création. Et il Bon, sera tourné où ce film? C'est en euh, Algérie? en Algérie, si on me donne les D'accord, autorisations. d'accord. Mm. Très bien. J'ai des petites questions à vous poser pour terminer. Alors, où est-ce qu'on peut visionner vos films? Ok, ça dépend en fait. Le film Le Voyage de Nadia, il est sur le site de l'Office national du film du Canada, l'ONF. Donc si vous faites Le Voyage de Nadia, Nadia Zouaoui, vous allez aller vers le ça. Sinon là, j'ai commencé ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'invite les gens à s'abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les films mais ils s'abonnent pas. Ça va m'aider beaucoup. Pour les autres films, le procès, bon, là c'est pour Radio-Canada, donc on peut le voir au Canada. Ailleurs dans le monde, je crois que je vais le mettre sur Vimeo payant avant de le mettre sur YouTube. Le film Peur, colère et politique, je vais bientôt le mettre sur ma chaîne YouTube. La version anglaise, elle est sur la chaîne d'Al Jazeera, ça s'appelle Fear, Anger and Politics.
Puis Mhm. sur la chaîne arabe d'Al Jazeera, c'est Khawf Ghadab wa Siyasa. Et puis, Histoire d'immigrants aussi, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Euh, donc c'est ça. Je suis un peu éparpillée. Sinon, si vous voulez voir tout ce que je fais, il y a aussi mon site web qui Mhm. s'appelle www.nadiazwawi.com. Très bien. Euh, Et pour les réseaux sociaux, donc on peut vous suivre sur Facebook, c'est ça? ouais, c'est ça, Facebook. J'ai une page qui s'appelle aussi Nadia Zouaoui, l'islam de mon enfance, que éventuellement je vais appeler les films de Nadia, quelque chose comme ça. Sinon, j'ai Twitter aussi. Je suis pas très active, mais c'est ça. Parfait. Ouais. Parfait. Est-ce que pour terminer, vous auriez une lecture à nous conseiller ou un film documentaire d'ailleurs? À vous conseiller? Oui, à conseiller à nos auditrices et auditeurs. Ah, d'accord, ok. Ben écoutez, là j'ai vu, d'ailleurs j'ai mis sur mon Facebook, j'ai vu récemment le dernier film qui a été fait sur Camus, Mhm. que je trouve magnifique, pas juste Il est tout le récent, ouais, je crois. il Ouais. est tout récent et ce que j'aime bien, bon, au niveau cinématographique, c'est un chef-d'œuvre, mais en plus, au niveau du contenu aussi, c'est très très bien parce que c'est un film de réflexion sur ses idées et tout. J'ai beaucoup aimé ce film. Très bien. Ouais. Est-ce que vous avez un message à partager aux femmes qui nous écoutent et pourquoi pas aux hommes? Oui, ben si je peux, en tout cas, si je peux me permettre, je crois que le message, c'est de croire en ce qu'on fait. Euh, Toujours croire, c'est je veux dire, tout le monde a des belles idées. Ce que ça prend, c'est vraiment de la consistance pour aller de l'avant et puis de croire en ce qu'on fait et en même temps de toujours se remettre en question. Douter, c'est très bénéfique pour faire mieux, en fait. Merci beaucoup pour ce message. Merci à vous, merci pour ce que vous faites. Eh ben merci d'avoir répondu à mes questions et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'hésitez pas à échanger avec nous sur nos comptes Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi nous soutenir en partageant nos épisodes autour de vous et en laissant un avis sur les plateformes de podcast que vous utilisez. Merci et à la prochaine éclosion.